Juin 1917. Ce que nous avons intensément désiré finit presque toujours par advenir une fois. Qui m'aurait prédit que j'entrerais un jour dans la vaste et barlongue maison à façade sombre, l'énigmatique maison vers quoi ma fiévreuse imagination revenait sans cesse. C'était en ce temps, et c'est toujours un hôtel privé. De fière allure, coincé parmi d'autres d'un même style classique français, une austère façade dormante dont les 5 fenêtres semblaient condamnées sous leurs volets cadenassés et dont l'entrée cochère ne s'ouvrait jamais, hostile et pesante comme l'entrée d'un tombeau. À présent, je vais franchir le seuil enchanté, car me voici locataire du bas de l'immeuble. J'ai loué ces lieux sans même les visiter, comme on achète un souvenir. Un enfant n'agirait pas autrement. Mais ai-je jamais cessé de rêver ? Et les ans qui s'accumulent sur mes épaules m'ont-ils appris autre chose qu'à m'enfoncer plus obstinément dans mes rêves ? Ma rencontre avec le propriétaire mérite d'être contée. Comment saviez-vous qu'il y avait quelque chose à louer ? J'avais pu le déchiffrer sur des lambeaux d'affichettes collés à la porte. Le vieillard soupira. Vous êtes bien le premier depuis... Il parut remonter le cours du temps. Depuis le décès du dernier baron de Ruescas que j'ai servi. Et sans transition... Vous voulez y installer un dépôt de marchandises ? Ça ne peut servir à rien d'autre dans l'état. C'est une caserne, une seule pièce habitable sur les 7. Il y fait malsain, impossible à chauffer. Aucune femme n'acceptera d'entretenir ces locaux. En aucun cas je ne fais de réparation. Le plafond peut vous tomber sur la tête, le plancher s'effondrer, à vos risques. Enfin, l'immeuble est en voie d'expropriation, comme tout ce quartier. Quant au jardin... Précisément, je sais qu'il existe d'immenses jardins, des arbres derrière ces immeubles. C'est cela qui m'attire chez vous. Évidemment, le jardin, très grand, profond, malsain aussi, comme le reste, impraticable. Tout m'est égal, c'est pour mon chien. Il y a un chien, un grand, gardien. Si c'est pour le chien... Bien qu'inepte, mon dernier argument avait produit son effet. Sans doute le propriétaire aimait-il que sa baraque reçût une surveillance. Il me confia que l'étage était occupé par une dame respectable que je ne verrais jamais, mais qui gagnait parfois peur dans sa solitude. M'ayant compté cela parmi d'autres radotages, il accepta les arts et me remit les clés, tout un lot dont la plupart n'ouvraient plus de porte et que sa conscience l'obligeait de me donner. Je suis heureux, enrichi de clés, maître d'un domaine rue des Dames Anglaises. Ainsi j'habiterai un coin provincial et suranné en pleine ville actuelle, et puis seul sans lettres, car je jouis de l'amitié d'un chien. Quel chien ! Un personnage dont je regrette de n'avoir pas demandé d'avis. L'endroit sera-t-il à son goût ? C'est mon souci, bien que je me doute pas qu'il s'en accommode. My Lord, c'est son nom, à grand air. Un air de lord, précisément, avec sa perruque noire et ses moustaches tombantes. My Lord, apprenez que nous occuperons désormais l'hôtel de Ruescas. Bien des questions restent sans réponse à ceux qui ne savent pas attendre. Saurais-je un jour qui est la dame respectable occupant l'étage ? 2 juillet. Cette nuit a été marquée par un effroi sous l'empire duquel je me trouve encore. Des abois furieux m'arrachèrent au sommeil au moment que la bougie, achevant de brûler, faisait éclater la bobèche. My Lord sautait sur moi, puis bondissait vers les fenêtres et la chambre répercutait ses abois, le vacarme de 10 chiens dans les ténèbres. C'est alors que l'effroi me glaça. On me regardait du dehors. Contre la vitre, quelqu'un me regardait, indifférent à la colère du chien et dont je ne voyais que les yeux terribles, hypnotiques, 2 prunelles fascinatrices qui me parurent d'un démon qui ne pouvait appartenir qu'au démon. J'ai crié des mots conjuratoires, car comment se défendre contre cela ? Alors les yeux se sont éteints, d'un coup. Le chien s'est tu, mais il est resté en position d'attaque jusqu'à l'aube, grondant intérieurement. L'effroi est peu à peu sorti de mon corps en une sudation froide. Que serait-il arrivé si j'avais laissé ouverte la porte ? 7 juillet. La dame respectable, je l'ai enfin rencontrée. Ce matin, comme je sortais très tôt, la porte d'entrée tourna. C'était la dame qui revenait de la messe, son livre contre elle. La rencontre s'imposait. Reculée vers le mur, la dame m'a fait face, comme offusquée par la circonstance. Je l'ai saluée cérémonieusement en me nommant. Elle a répondu par un signe de tête. Je n'ai rien saisi des quelques paroles que ses lèvres ont laissé tomber, à distance. Puis,
La dame a glissé vers l'escalier, rigide et souple, comme désincarnée dans ses vêtements gris. Quelle image me laisse-t-elle? Grande et maigre. Et quel âge? 30 ou 60 ans. Je retiens surtout ce visage où rien ne se déchiffre. Les lèvres minces et volontairement scellées, ses yeux verts et bougeurs, ce regard oblique, caché sous un embut qui vous détaille de façon inquisitoriale. Je pressens que nos relations ne seront jamais que salutations dans un vestibule. La dame est à sa place dans cet hôtel, hors du siècle, comme je trouve bon d'être aussi. Peut-être m'a-t-elle favorablement jugé, me trouvant inactuelle à souhait. Il me revient enfin que la créature transportait sur elle l'odeur de la maison, qu'elle était atteinte de moisissure, ou était-ce son haleine? 13 juillet. Une autre découverte que je dois à mon chien. Depuis la mauvaise nuit du 3, Mylord a redoublé de vigilance. Il ne cessait de sauter vers le mur de gauche, rebondissant comme un mâle danseur avant quelques batailles. Alors j'ai vu difficilement ce que le chien avait aperçu déjà. L'ennemi. Un chat juché sur les tuiles faîtières, impassible, qui ne quittait pas du regard son assaillant, et parfois reculait imperceptiblement. La guerre était déclarée. Le chien connaissant enfin l'ennemi, le tueur d'oiseaux, l'auteur des craquements mystérieux du jardin, le chat pouvait s'assurer que l'accès de la maison et de la cour, tout au moins, lui restait désormais interdit. Je savais maintenant qui était le visiteur de la nuit du 3, le présumé vampire. Ce chat, incarnation de la cruauté, que dis-je, incarnation du mal. Je ne me trompais pas, ni mon chien, mais le monstre, je ne le puis autrement appeler, comprenait que ses desseins étaient désormais traversés. Je lui laissais le jardin, monstrueux aussi et malade comme lui, dont il ne franchirait pas la limite. Excédé par les abois, le chat s'en allait, roulant ses hanches à la façon du voyou et se retournant parfois, provoquant et plein de menaces inexprimées. Mylord triomphait, la prunelle glorieuse, la gueule humide. Subitement inspiré, j'ai baptisé cet apparu avec lequel je pressentais qu'il me faudrait compter. Je l'ai nommé Tétanos. 27 juillet. Matinalement, j'ai revu la dame respectable, que j'appelle la dame en gris. Du cérémonial, la dame s'est collée au mur du couloir, regardant mon chien dans la crainte d'être mordu. Mylord, qui était de bonne humeur, inspectait la nature avec intérêt. « Ne le redoutez pas, madame. C'est un chien éduqué. Je ne lui connais qu'un ennemi, le chat. » Sur quoi la dame a paru frissonner. Sa voix m'est parvenue. « Oh, le chat, oui. » L'horreur que je ressentis, je l'ai relue sur le visage pourtant impassible de la créature. Mais ce ne fut qu'un éclair. Et la dame en gris a daigné sourire à l'adresse du caniche, esquissant même le geste de le caresser de loin. Vais-je rester hanté par ce cimetière? Hier au soir déjà, j'ai vécu une brève alarme. Le crépuscule venait, il faisait bleu sombre, je me tenais sur le perron, mon chien près de moi. Un remous s'est produit dans la végétation. Mylord a grogné puis s'est élancé, mais vers quoi? Je ne pourrais dire. Une courte forme a surgi de la végétation, et claudiquante s'est enfuie vers le bâtiment, avalée par le couloir. Nous nous sommes précipités, le chien et moi, car nous étions deux à subir l'hallucination. Rien. Mais cette forme. J'avais discerné un capuchon, une mante, oui, une sorte de moine de petite taille. Cela venait du jardin, du cimetière donc. Et c'en fut tout. 3 août. Le normal a des limites. L'anormal n'en a pas. J'écris ce lieu commun en fin d'une journée léthargique et qui ne fut pas sans agitation pour moi. Une découverte de plus et non la moins singulière dans cette maison où le fantasme circule comme microbe dans l'air. J'inscris ici que j'ai vu le petit moine en plein midi, dans un éclairage caniculaire, rentrant vers les 10 heures du marché aux herbes où j'avais été acquérir les fruits de mon repas. J'ai trouvé Mylord dressé sur le perron, en arrêt tendu vers le jardin et comme prêt à l'attaque. Il faisait torride. « Entre et mets-toi à l'ombre, chien noir, tu vas prendre feu. » Le chien ne m'écoutait plus. Le chat ne quittait pas du regard l'intérieur du jardin qu'il surplombait, intéressé par quelque chose que seul il pouvait voir. Puis, interrompant son guet, il avança de peu pour s'immobiliser plus loin et reprendre sa marche féline à mesure que cette chose se déplaçait. Jamais je n'oublierai ce qui s'accomplit alors.
Le chat disparut. Mylord entre en jeu, descend lentement le perron. À son tour, il a vu ce que voyait le chat et que je ne vois pas encore. Il ne grogne pas et je m'en étonne. Il se contente de se poster devant un des couloirs qui s'enfonce dans la brousse. Il attend. Et soudain sa voix module. Il glousse, happe, une tache sombre et arc-bouté travaille à tirer la chose qu'il a saisie de la gueule. Je dévale du perron et je recule sous le coup de la surprise. Mon chien tient le petit moine. Oui, le chien a fixé ses crocs dans la robe et tire éperdument. Le personnage se débat dans les arbustes. Je n'en devine que la forme abstraite telle que je l'ai entrevue au crépuscule. Il est saisissable, corporel. Un fantôme? Non. Je ne pouvais qualifier d'humain l'être qui vacillait devant moi, bras ballants, ainsi qu'un noyé. Il était de taille anormalement petite, un caban roussâtre le couvrait jusqu'aux pieds. La tête restait emprisonnée dans le capuchon du caban ou dans une sorte de cagoule, laissant à découvert une face en suie qui avait été celle d'un homme, mais qui avait cessé de l'être sous les doigts modeleurs de l'agonie. Les mains, je ne les aperçus qu'à peine. 2 pattes de poule, eût-on dit, spasmodiques. Ce qui se passa, le chien lâcha le caban, et le petit mort, penchant à droite comme s'il allait choir, vira sur lui-même. À cet instant, un cri sec déchira le silence, et le moine se pétrifia. La dame en gris, sautait-elle de l'étage ou sortait-elle du mur? Se précipitait à travers la cour vers l'apparition, sans m'accorder la moindre attention, et l'emmenait précipitamment vers le couloir, la traînait même, car sous sa poigne maîtresse, l'être s'était tassé en boule à l'instar des insectes qui sentent venir l'écrasement. Mais pourquoi avait-elle emporté ce mort récalcitrant dans l'immeuble au lieu de le rejeter dans le charnier du jardin? Et qu'allait-elle en faire? Le torturer pour sa punition? J'en eus l'intuition, puis la certitude, lorsque, sans quitter la cour, j'entendis des cris lamentables. Lamentables. Même jour, au soir. J'ai passé mon après-midi à reconstituer l'incident du matin. Je ne comprends rien. Ni Mylord, qui me regarde parfois avec l'air de dire « Et ça donc ?» Il n'y a rien à comprendre. Aussi, pourquoi ce souci de toujours vouloir comprendre, du moins immédiatement? J'ai reconstitué l'incident sans aboutir à rien. Qu'est-ce? Un vieillard, assurément, un petit vieux bonhomme, ou une petite vieille encore que je penche pour le moine, à cause du vêtement. Ah, ses yeux séniles, liquides, et la bouche tordue en une grimace triste, la mâchoire inférieure relâchée, cette bouche béante où pourrissent quelques chicots. Puis les mains. Hélas, dès ce soir, l'équivoque s'est dissipé. Et je le déplore. La dame en gris est venue, elle frappait à ma porte, et la fatalité en personne n'eût pas autrement cogné à lui de cette manière qui n'admet pas qu'on diffère d'ouvrir. Elle est restée dans le couloir, dédaignant mon invitation d'entrer. Excusez l'enfant, je lui avais défendu l'accès du jardin. Elle est malade et n'a pas compris l'inconvenance. Je l'ai punie. Vous ne la verrez plus. Je tombais de haut. Et tout ce que j'avais imaginé au sujet de mon revenant s'effondrait d'un coup. Le moine était un enfant. Le vieillard était une fillette. Le mort était vivant, relativement. Et malade combien, quelle désolation. Madame, je déplore cet incident et surtout que vous ayez dû punir une petite innocente. J'avais insisté sur ce dernier mot. Puisqu'elle est malade, je trouve bon que cet enfant vienne dans le jardin. Mon chien s'habituera vite à sa présence et la protégera même. Quant à moi, je ne demande qu'à vous obliger. La dame en gris disparut, absorbée par la pénombre de l'escalier. Après m'avoir adressé un signe de tête qui pouvait être un acquiescement ou un remerciement, je ne sais. 15 août. Si je n'ai plus rien noté dans ce journal, les derniers jours, c'est par lassitude. Et aussi parce que mon esprit, pour autant qu'il fonctionne, ne cesse de se préoccuper de la fillette. J'ai pu m'habituer à la maison, au jardin, aux odeurs posthumes, aux hideux tétanos et à la souvenance des morts enfouis ci-devant. Mais je ne puis m'habituer à la présence du petit monstre. Je n'éprouve aucun dégoût à le voir, mais je reste affligée et chaque irruption de l'enfant dans la cour aggrave ce sentiment. Elle est venue souvent de fois, effarouchée et fuyant aussitôt dans les fourrés où elle passe des heures, voire des journées. Bien des choses demeurent inexplicables qui me tourmentent. Pourquoi, par cette température, est-elle couverte de cet épais caban et surtout du capuchon qui emprisonne la tête
si macabrement. La fillette a-t-elle un nom? Un âge? Sait-elle parler? Non. De sa bouche tordue ne sortent que des sons inarticulés. J'en ai fait l'essai. Et je crois que les mots les plus simples ne sont pas compris par cette cervelle élémentaire. Mes rapports avec l'enfant ne pourraient être plus primitifs. Par contre, mon chien en est plus loin que moi. Mylord protège l'enfant. Je m'en réjouis. Mais la dame en gris qui sans doute espionne de la fenêtre de l'étage, en éprouve-t-elle quelque bonheur? D'ailleurs, le chien doit avoir son idée. S'il accompagne son ami, c'est qu'il la sait en danger. Le danger, il veille sur le mur. J'ai fini par ne plus le voir, ce tétanos aux prunelles diaboliques. Mylord ne l'oublie pas. Il me faut noter enfin que l'horrible chat n'apparaît qu'au moment où survient l'enfant. Le chien a son idée, dis-je. 18 août. L'enfant a un prénom, Aude ou Oda, un prénom d'autrefois, peu usité. Je le sais pour avoir entendu la dame en gris l'appeler de ce vocable, par la fenêtre de l'étage. Comme la petite traversait la cour, j'ai énoncé son nom ce matin. Elle m'a regardé, attentive, sa face s'est convulsée, et j'ai compris qu'elle essayait de sourire. Puis j'ai demandé ce qu'elle dissimulait sous son caban. Elle a ouvert la main, c'était un oiseau mort. Que vas-tu en faire? Elle a désigné le fond du jardin, le cimetière. Tout à l'heure, ses mains seront terreuses, l'oiseau enterré. Ah, les pénibles jeux. Fin août, je suis malade, le chien aussi. 5 octobre. Il me faut faire violence pour reprendre la plume, car plus que jamais, je sens l'inutilité d'écrire dans ce cahier. Bientôt, je le fermerai, et si j'inscris encore à ces dernières pages quelques incidents, c'est plutôt pour me débarrasser de leurs souvenirs que pour les perpétuer. Ce cahier, je le perdrai, et avec lui la mémoire des choses vécues. Un long mois s'est écoulé, les aubes sont fraîches, la nuit tombe vite déjà. L'automne a commencé de s'accomplir et le jardin laisse dans l'effeuillaison apparaître son armature, après les flamboyances, les pyrotechnies de l'été. Mon jardin. Mon cimetière vit ses derniers jours. Il ne connaîtra plus le printemps. Mélancolique, je vis cela avec lui, seul dans l'hôtel et comme retranché du siècle. Seul, dis-je, car la dame en gris a quitté les lieux. Il n'y a guère de jour. Son déménagement fut celui d'une souris, un départ en gris dans un matin poussiéreux, effectué avec l'aide du propriétaire plus larbin que jamais et tout désolé. La créature a heurté ma porte et m'a remercié de ce que j'avais fait pour elle. Je me suis incliné et elle est partie sans sourire, comme si elle se fût avancée vers l'éternité. La petite Aude est effectivement partie pour l'éternité, elle. Je le sais. Bien qu'on ne m'en ait rien dit, elle est morte. Et ce m'a été un motif de joie de la prendre d'elle-même. Qu'on me croie, elle est venue dans mon sommeil, plusieurs fois, ou du moins son âme, l'âme du monstre qu'elle était. Pas plus grande qu'une statuette, elle disait une fois « Merci, monsieur. J'aurais dû être sur cette terre, une jolie femme qu'on eût aimée, qui eût aimé davantage et qui aurait élevé des enfants dans un grand jardin, parmi des chiens et des oiseaux. Dieu n'a pas voulu. Je grandirai et deviendrai belle dans un ciel où je demeure. J'ai des cheveux maintenant, je suis blonde, et je ne me cogne plus à rien. » Oui, qu'on me croie, elle est venue. Une autre fois, et s'est adressée à Mylord. Mon caniche l'a vu comme je l'ai vu. Quant à l'autre, le chat, je n'ose écrire qu'il est mort. Le démon ne pouvant mourir. Il a été rejeté aux enfers, mais tel quel, dans sa forme abominable. Il ne reviendra plus. Le ciel veuille m'entendre. Comment narrer le drame, ce drame que je sentais venir et qui se produisit au seul instant où j'avais cessé d'y penser? C'était en fin d'août. Mon chien venait de s'élancer en un bond prodigieux, hurlant comme un possédé. À ce hurlement répondait un miaulement atroce. La fenêtre de l'étage s'ouvrait avec fracas, d'où fusait un appel suraigu, tandis que du jardin parvenait une sorte de ululement enfantin, partant de la plainte et montant vers le râle le plus déchirant. C'est alors que j'ai crié. Des broussailles émergeaient, la petite infirme, l'épouvantable chat accroché à elle, à sa tête, et tenant sa proie aussi grande que lui comme un lutteur, sa gueule immonde contre la face de l'enfant. Oh, cet accouplement! Tétanos ne devait pas sortir vainqueur de ce combat maléfique, car, outre que la petite se défendait en labourant l'agresseur de ses doigts, le caniche intervenait, génialement oserais-je dire, et en connaissance de la puissance de son ennemi. Son bond initial renversa et l'enfant et l'agresseur. Une seconde détachée, le chat opérait un redressement rapide pour faire pièce au chien, mais plus vif. Mylord avait saisi Tétanos par les reins. J'entendis craquer les os. Le meurtrier, touché à mort mais lévité par une force inouïe, sauta sur la muraille. Il grimpait dans le lierre, entraînant le chien dans son ascension désespérée. Le chien qui restait soudé par les crocs à sa victime. Mylord ne lâcha prise qu'au moment où Tétanos atteignit le faîte du mur, pour retomber lourdement, couvert de bave. Et je vis le chat se traîner sur le mur, titubant et disloqué en silence.
mais la gueule barbouillée d'une écume rose jusqu'au bout du jardin, où il tenta tout à coup de reconstituer sa carcasse rompue, eût-on dit. Mais il chavira et roula spasmodiquement dans les broussailles. Entre-temps, Aude gisait dans la cour, ses poings et ses pieds battant épileptiquement le carreau. Elle ressemblait à un hanneton. Avant que Julius pût relever, la dame en gris surgissait, et sans un mot s'emparait de l'enfant avec décision. La créature avait tout son sang-froid. Comme elle soulevait la petite, le capuchon glissa, et je sus que la fillette était chauve. Absolument chauve. Et ce gros œuf bossué et brillant reste la dernière image terrestre que je garde de ma protégée. Après, j'ai laissé Mylord dans la cour, qu'il refusait de quitter. Il me fallut sortir, la dame en gris m'ayant demandé du haut de la fenêtre d'avertir de cet accident le propriétaire. Sans une parole, il me suivit pour me quitter au seuil de l'hôtel. Il revint peu après, accompagné d'un personnage famélique qui me sembla être médecin, le médecin des pauvres, comme on dit. 2 religieuses le suivaient. Ce groupe s'engouffra dans l'hôtel et grimpa l'escalier. Rentré chez moi, j'entendais gémir l'enfant au-dessus, et c'était indiscutablement le gémissement de la poupée. Pendant une longue heure, j'écoutais gémir, puis il me parut qu'on priait en commun. Des pas enfin réveillèrent la maison. J'ouvris ma porte pour offrir de nouveau mon aide. Tout était fait. Les religieuses emportaient Aude endormie et enroulée dans une toile de matelas. Le médecin suivait, la trogne allumée. Dehors, le propriétaire attendait, près d'un fiacre. Je retrouvai Mylord au jardin. Il n'avait toujours pas recouvré ses sens normaux. Il refusa de boire. Peut-être s'attendait-il à un retour du chat ? Crevez le chat, dis-je. Tu es un maître chien. 2 novembre. J'aurais attendu le jour des trépassés pour m'aventurer dans l'ancien cimetière, dépouillé par les bises d'automne. Non sans peine, glissant sur les monceaux de feuilles mortes, luttant contre les réseaux de branches blessantes. Pendant que je dénombrais les tables funéraires, il y en avait une vingtaine, dont la plupart armoriées, Mylord s'était engouffré dans une entrée maçonnée, qui donne accès à quelques caveaux ou souterrains. J'ai dû appeler longtemps, dans la crainte que mon chien n'aurait reparu point. Les pluies avaient noyé ce couloir dont Mylord ressortit trempé. Où court ce souterrain ? Que peut-il contenir ? J'évoque Tétanos et son agonie, le chat blessé à mort, dont je n'avais pas trouvé la dépouille dans le jardin où il est pourtant tombé. N'a pu que se réfugier sous le sol. Le tunnel doit aller vers la maison, les caves. C'est ainsi que le chat serait venu crever sous ma chambre. Maintenant, le chien s'amuse. Il travaille des pattes, il fait des trous dans l'humus. Qu'a-t-il donc découvert ? J'éclate de rire. Mylord me regarde, affublé d'une barbe postiche. C'est une touffe de cheveux qui lui colle à la gueule. Dégoûtante bête. Il poursuit son travail, vertigineusement. Le terreau vole jusque sur moi. Cette fois, la découverte paraît sérieuse, mon cœur bat. C'est une exhumation, cette poupée déterrée, la poupée d'Aude décomposée. Elle est morte, elle aussi, puisque tout meurt. Mais elle est morte scalpée. La fillette ayant voulu sans doute qu'elle fût à sa pitoyable ressemblance. 15 novembre. Le propriétaire est venu m'annoncer que les jugements en matière d'expropriation étaient rendus. C'est l'État qui prend possession de l'hôtel. Les démolisseurs se rapprochent chaque jour. 24 décembre. J'ai trouvé un billet m'invitant à vider l'endroit pour telle date. C'est la fin. Les pelles mécaniques manœuvrent, menaçantes, au bas de la rue. Je suis le dernier occupant du quartier. L'hôtel de Ruescas a tenu bon jusqu'à ce jour. Malade, décrépit, rongé. Il avait résisté de tous ces matériaux, trop fier pour accepter la déchéance. Maintenant, il sait, comme je le sais, qu'il faut se rendre. Il s'abandonne. Brusquement, il se désagrège. Je le quitterai demain, mais les démolisseurs n'auront pas à lutter contre la maison. Elle ne sera plus qu'un cadavre qui tombera en poussière. 25 décembre. Ma dernière nuit. Je l'ai passée à veiller, sous la flamme bienveillante des cires. Il faisait doux, j'ai bu du vin et j'ai chanté des cantiques. Vers minuit, toutes les cloches de la ville se répondaient fervement. Ce matin, c'est comme un miracle. La neige est tombée, épaisse. Oh, pacification. Mon canichetoire gambade follement dans la cour blanche. Le jardin malade est mort, il est enlincelé. Les souvenirs qu'il se dissolvent avec les cristaux du ciel. Je dis adieu,
Je jette les dernières gouttes de vin sur la neige immémoriale.